Horreur sur la rampe en acier. Le 12 février 2010, le centre de glisse de Whistler à Vancouver se préparait pour les Jeux olympiques d'hiver. La piste s'était forgé une réputation de plus rapide du monde, un couloir de glace sinueux où les athlètes pouvaient atteindre des vitesses approchant les 160 km à l'heure. Parmi ceux qui se préparaient se trouvait Nodar Kamaritashvili, un lugeur géorgien de 21 ans qui faisait ses débuts olympiques. C'était à seulement quelques heures de la cérémonie d'ouverture lorsque Kamaritashvili entama sa descente d'entraînement. Le jeune athlète s'allongea sur sa luge, son corps à quelques centimètres à peine de la glace. Alors qu'il abordait le dernier virage, le virage 16, sa vitesse atteignait près de 145 km à l'heure. En un instant, quelque chose tourna mal. Sa luge monta trop haut sur le mur. Lorsqu'elle redescendit, Kumaratashvili perdit le contrôle. La luge vacilla violemment sous lui. Il tenta de corriger avec de subtils déplacements de son poids, mais à une telle vitesse, même les plus petits ajustements avaient des conséquences énormes. Le Géorgien fut entièrement éjecté de sa luge, projeté dans les airs comme une poupée de chiffon. Pendant une fraction de seconde, il était en l'air, complètement séparé de son équipement. Le mur de la piste s'arrêta, et au-delà se dressaient des poteaux de soutien en acier non rembourrés. Le corps de Kumaratashvili vola directement vers l'un de ces poteaux. L'impact fut immédiat et violent. Son corps heurta le poteau à pleine vitesse. Le bruit résonna dans toute l'installation, un choc écœurant qui fit taire tous les présents. Sa luge se brisa sous l'impact, des morceaux d'équipement éparpillés sur la glace. Le personnel médical se précipita sur les lieux en quelques secondes. Ils trouvèrent Kumaratashvili inconscient. Du sang s'étendait sous lui sur la glace tandis que les ambulanciers commençaient la réanimation. Malgré leurs efforts désespérés, les blessures étaient trop graves. L'impact avait causé un traumatisme massif à la tête et à la colonne vertébrale. Nodar Kumaritashvili fut déclaré mort peu après son arrivée à l'hôpital. La nouvelle se répandit dans le village olympique alors que les athlètes se préparèrent pour la cérémonie d'ouverture. Ce qui aurait dû être une célébration devint un moment de deuil collectif. Nodar Kumaritashvili n'est pas mort en compétition, mais lors d'une descente d'entraînement sur une piste que beaucoup avaient déjà signalée comme dangereusement rapide. Collision avec une dameuse. Le 22 février 1992, les pistes de la station Les Arcs à Albertville, en France, étaient animées par les athlètes olympiques qui finalisaient leur préparation. Nicolas Bochette, un skieur de vitesse suisse de 27 ans, faisait partie d'eux. Il devait participer à l'épreuve de ski de vitesse, une discipline de démonstration où les athlètes dévalent la montagne en ligne droite à des vitesses dépassant les 200 km à l'heure. Ce matin-là, Bochette et deux de ses coéquipiers décident de s'échauffer sur une piste d'entraînement proche du public. Les conditions étaient parfaites, l'air était vif, le ciel dégagé, la visibilité excellente et la neige ferme sous les pieds. Ils descendaient, tour à tour, chaque passage étant plus rapide que le précédent. Vers 10h30, Bochette entama ce qui allait être sa dernière descente. Il s'élança du point de départ, prenant rapidement de la vitesse. Ses esquis fendèrent la neige avec précision alors qu'il accélérait sur la pente raide. En quelques secondes, il atteignit la vitesse maximale de compétition. Le skieur suisse s'approcha d'une bosse naturelle du terrain, un petit relief invisible jusqu'à la dernière seconde. Lorsque Bochette heurta la bosse, la physique prit le dessus. Son corps fut projeté dans les airs, momentanément suspendu au-dessus de la neige. En une fraction de seconde, il franchit la crête et aperçut ce qui l'attendait de l'autre côté. Un engin de damage, appelé dameuse, était garé au milieu de la piste, juste derrière la bosse, complètement caché depuis le côté d'approche. Bochette n'eut pas le temps de réagir. Son corps percuta de plein fouet la machine métallique, poitrine en avant, à pleine vitesse. L'impact fut mortel. La force traversa son équipement de protection et s'enfonça directement dans sa cage thoracique. Son cœur se rompit instantanément sous le choc. Ses coéquipiers, qui suivaient le même parcours quelques instants plus tard, ignoraient tout de ce qui s'était passé. Ils passèrent devant la scène, d'abord sans se rendre compte du drame. Lorsque la patrouille de ski atteignit Bochette, il ne montrait aucun signe de vie. Le personnel médical tenta de le réanimer, mais les lésions internes étaient trop graves. Nicolas Bochette fut déclaré mort sur place. Ses rêves olympiques furent brisés par une conjonction tragique de vitesse, de timing et d'un obstacle invisible. Sa mort provoqua un choc immédiat au sein de la communauté olympique à Albertville. Un skieur australien percute un arbre. Le 25 janvier 1964, les pentes abruptes du mont Pacherküffel dominaient Innsbruck en Autriche, à seulement quelques jours de l'ouverture officielle des Jeux olympiques d'hiver. Ross Milne, un skieur australien de 19 ans à la chevelure blonde éclatante et au sourire facile, était sur la piste pour une descente d'entraînement. En tant que l'un des plus jeunes concurrents des Jeux, il représentait le programme émergent des sports d'hiver australiens. La piste de descente du Pacherküffel était réputée parmi les vétérans, une descente brutale avec des virages serrés, des chutes soudaines et des passages étroits entre les arbres. Ce matin-là, les conditions étaient particulièrement traîtresses. Durant la nuit, les températures avaient fortement chuté,
transformant certaines parties de la piste en plaques de glace recouvertes d'une fine couche de neige fraîche. Aux alentours de 11h15, Milne s'élança depuis la porte de départ. Ses skis prirent rapidement de la vitesse sur la pente initiale abrupte. Le jeune Australien négocia la première série de virages avec une forme prometteuse, son corps bas et compact contre l'air qui filait. Alors qu'il approchait du milieu de la piste, il filait à près de 100 km à l'heure. Sans avertissement, le ski droit de Milne accrocha une plaque de verglas dissimulée sous la neige. La perte soudaine d'adhérence le fit immédiatement partir en dérapage. Il lutta pour retrouver sa trajectoire, mais la physique et l'élan avaient déjà pris le dessus. Son corps vira brusquement vers le bord de la piste, où une rangée de pins se dressait juste au-delà de la limite balisée. Des témoins ont rapporté avoir vu Milne tenter désespérément de s'arrêter, enfonçant les quarts de ses skis dans la neige pour ralentir sa trajectoire. Ce n'était pas suffisant. À pleine vitesse, il traversa les maigres balises de la piste et entra en collision directe avec un pin massif. L'impact fut instantané et violent. Le bruit de la collision fit accourir les agents de la piste. Ils trouvèrent Milne inconscient, son équipement éparpillé sur la neige. Malgré des soins médicaux immédiats, les dégâts étaient irréversibles. La violence du choc contre l'arbre avait provoqué un traumatisme crânien grave et des blessures internes. Ross Milne fut déclaré mort avant d'arriver à l'hôpital. La nouvelle bouleversa le village olympique. Les Jeux n'avaient même pas officiellement commencé qu'ils comptaient déjà leur première victime. La descente fatale du lugeur britannique lors de ses débuts. Le 27 janvier 1964, les Jeux olympiques d'hiver d'Innsbruck, en Autriche, s'apprêtaient à entrer dans l'histoire avec la toute première compétition olympique de luge. Parmi ceux qui se préparaient, figurait Kazimierz Kaez-Kripeke, un pilote britannique de la Royal Air Force âgé de 43 ans, qui s'était lancé dans ce sport relativement tard dans sa vie. Sa présence au sein de l'équipe britannique témoignait de l'intérêt international croissant pour ce sport de glisse dangereux. La piste de luge nouvellement construite à Eagles était une rampe de glace raide et sinueuse creusée à flanc de montagne. Ce matin-là, Kripeke avait déjà effectué une descente d'entraînement préoccupante. Des témoins ont rapporté qu'il avait brièvement perdu connaissance après s'être cogné la tête lors de cette descente. Mais après un examen médical, il insista pour tenter une nouvelle descente. À 10h45, Kripeke s'installa sur sa luge à la porte de départ. Il s'allongea sur le dos, les pieds en avant, la tête à quelques centimètres de la glace. D'une impulsion, il commença à accélérer sur la piste. La luge prit rapidement de la vitesse sur la section initiale très raide, atteignant près de 105 km à l'heure, alors qu'il entrait dans la portion la plus technique du parcours. Ce qui se produisit ensuite ne dura que quelques secondes. Alors qu'il abordait un virage particulièrement difficile, sa luge commença à dériver latéralement. La luge offre un contrôle directionnel minimal, seulement de subtils déplacements du poids du corps et une pression exercée par les mollets. Quelle que soit la correction tentée par Kaez-Kripeke, elle échoua. La luge glissa sur le mur incliné, puis retomba violemment sur la surface de la piste. L'impact le projeta complètement hors de la luge. Son corps roula sur la glace avant de heurter violemment, la tête la première, le mur de glace solide à pleine vitesse. Les agents de piste entendirent le choc et se précipitèrent sur les lieux. Ils trouvèrent Kaez-Kripeke inconscient et saignant abondamment de blessures à la tête. Le personnel médical l'a stabilisé sur la piste et l'a transporté d'urgence à l'hôpital. Les chirurgiens ont découvert qu'il souffrait d'une fracture du crâne et d'une hémorragie interne massive. Malgré une opération d'urgence qui a duré des heures, le traumatisme était trop grave. Kazimierz Kaez-Kripeke est décédé le lendemain sans avoir repris connaissance. Sa mort, survenue seulement 2 jours après l'accident mortel de ski de Ross Milne sur la même montagne, a jeté une ombre sombre sur les Jeux avant même leur ouverture officielle. Incendie d'hôtel dans une station de ski. Le 17 mars 2025, la station de ski du Luda en Turquie était inhabituellement calme. La saison hivernale touchait à sa fin et le Grand Alpine Hotel avait officiellement fermé ses portes aux clients la semaine précédente. Pourtant, une équipe réduite de personnel restait sur place, accompagnée de quelques invités spéciaux. Parmi eux se trouvait Berkan Usta, un skieur olympique de 24 ans qui avait représenté la Turquie lors des derniers Jeux d'hiver, et son père Yahya, qui avait toujours soutenu la carrière sportive de son fils. Le père et le fils avaient obtenu la permission de rester à l'hôtel pendant que Berkan s'entraînait sur les pistes voisines. Leur chambre se trouvait au 3e étage, offrant une vue panoramique sur les montagnes qui étaient devenues la seconde maison de Berkan. Aux alentours de 4h30 du matin, alors que la plupart des occupants dormaient, un incident s'est produit dans le système électrique de l'hôtel. L'incendie a débuté dans un local technique au rez-de-chaussée. Les images de vidéosurveillance ont ensuite montré qu'en quelques minutes, les flammes avaient envahi la pièce et s'étaient propagées à l'intérieur en bois vétuste de l'hôtel. Le système de détection de fumée, qui aurait dû déclencher les alarmes dans tout le bâtiment, n'a pas fonctionné. L'incendie s'est propagé vers le haut par la cage d'escalier centrale, créant un effet de cheminée qui a rapidement rempli les étages supérieurs d'une épaisse fumée noire. Lorsque le veilleur de nuit a découvert l'incendie et a déclenché l'alarme manuellement, les flammes bloquaient déjà les principales issues de secours.
Les clients et le personnel se sont réveillés au son des alarmes et à l'odeur âcre de la fumée s'infiltrant sous leurs portes. Les Ustas, situés au troisième étage, faisaient en face à un couloir déjà envahi par une fumée aveuglante. Le personnel de l'hôtel a rapporté plus tard avoir entendu des cris et des mouvements provenant du troisième étage. Birkin et son père avaient tenté de traverser le couloir enfumé en direction de la sortie de secours. Les pompiers sont arrivés 12 minutes après la première alerte, mais l'emplacement isolé du bâtiment et l'intensité de l'incendie ont rendu toute entrée immédiate impossible. Lorsque les équipes de secours ont finalement réussi à pénétrer au troisième étage 2 heures plus tard, elles ont trouvé Birkin et Yaya Usta dans le couloir, à seulement quelques mètres des escaliers de secours. Tous deux avaient succombé à l'inhalation de fumée. Birkin a été retrouvé allongé sur son père, apparemment en train d'essayer de le protéger de la chaleur et de la fumée dans leurs derniers instants. Avalanche sur une piste fermée. Le 23 décembre 2024, les Alpes suisses connaissaient l'un des débuts d'hiver les plus dangereux depuis des années. D'importantes chutes de neige, suivies d'un réchauffement des températures, avaient créé un manteau neigeux instable dans une grande partie de la région. À la station de ski d'Arosa, les responsables avaient fermé de nombreuses zones hors piste et affiché des avertissements clairs concernant les avalanches aux remontées mécaniques et aux balises des pistes. Parmi les personnes présentes à la station ce jour-là se trouvait Sophie Ediger, une compétitrice de snowboard cross de 26 ans qui avait représenté la Suisse aux Jeux olympiques d'hiver de Pékin. Malgré son statut de professionnelle et sa connaissance approfondie de la sécurité en montagne, Ediger a pris une décision qui allait s'avérer fatale. Peu après 11 heures du matin, elle et un compagnon masculin ont été vus en train de passer sous les cordes de fermeture sur le versant est de la station. Ils ont ignoré plusieurs panneaux d'avertissement signalant un danger d'avalanche extrême. La pente qu'ils ont empruntée offrait de la poudreuse vierge, une tentation trop forte pour l'athlète olympique en quête de conditions immaculées. Des témoins présents à un télésiège voisin ont observé le duo traverser horizontalement la zone fermée. Ediger ouvrait la voie. Elle traçait de larges virages amples dans la neige vierge. Pendant environ 2 minutes, tout semblait normal. Puis, sans avertissement, une ligne de fracture est apparue sur la pente au-dessus d'eux. Toute la surface enneigée s'est mise à bouger comme une seule et même plaque. Le mur de neige, épais de plus de 2 mètres par endroits, a foncé sur eux à une vitesse effrayante. La compagne de Edgar se trouvait au bord de la pente et a réussi à s'agripper à un petit bosquet d'arbres. Edgar, elle, était au centre de la face dégagée, sans aucune issue. La vague de neige l'a frappée par derrière, la projetant instantanément au sol. En quelques secondes, elle a disparu sous la masse blanche en tumulte. La coulée a continué sa descente, emportant son corps enseveli sur près de 400 mètres avant de déverser des tonnes de neige compactées dans un piège naturel du terrain. Sa compagne, bien que traumatisée, a pu appeler immédiatement les services de secours. Les équipes de secours sont arrivées avec des chiens d'avalanche en moins de 20 minutes, mais il était déjà trop tard. Lorsqu'ils ont finalement localisé Sophie Edgar sous 3 mètres de neige dense, elle ne présentait aucun signe vital. L'autopsie a ensuite confirmé qu'elle était morte d'asphyxie, piégée sous la neige, ses poumons incapables de se dilater sous la pression écrasante. Le comité olympique suisse a souligné l'amère ironie de la situation. Une athlète de classe mondiale vaincue, non par la compétition, mais par la force brute de la nature, sur le terrain même qu'elle avait passé sa vie à maîtriser. Chaos avec une dameuse. Le 25 février 1988, l'épreuve masculine du slalom géant aux Jeux olympiques d'hiver de Calgary battait son plein. Entre les manches de la compétition, la piste de la station de ski de Nikiska fourmillait d'activités, alors que les officiels, les entraîneurs et le personnel de soutien se préparaient pour le passage des prochains athlètes. Parmi ceux qui se déplaçaient sur les pentes se trouvait le docteur Jörg Oberhammer, un médecin de 47 ans de l'équipe autrichienne de ski, reconnu pour son dévouement envers le bien-être des athlètes. La matinée avait été mouvementée, Oberhammer ayant vérifié l'état de plusieurs concurrents autrichiens entre leur première et leur deuxième manche. Vers 11h30, il traversait une route de service qui coupait une section de la montagne où des équipes de maintenance travaillaient. Des ouvriers de la piste ont rapporté plus tard l'avoir vu se déplacer rapidement à ski, concentré sur l'objectif de rejoindre une autre zone où un skieur autrichien se préparait. Ce qui s'est passé ensuite s'est déroulé en quelques secondes à peine. Alors qu'Oberhammer traversait une intersection de route de service, un autre skieur, un officiel de la course, est apparu depuis un angle mort. Aucun des deux n'a eu le temps de réagir. Les deux entrèrent en collision avec une force considérable, l'impact les projetant tous les deux au sol. Tandis que l'autre skieur atterrissait sans encombre dans la neige molle, la collision projeta Oberhammer directement dans une zone de maintenance interdite. Il glissa sur la neige durement tassée, désorienté et incapable d'arrêter son élan. Juste au-delà de la zone autorisée aux spectateurs ou aux concurrents, se trouvait une énorme dameuse à neige. L'opérateur, concentré sur le nivellement d'une section de neige, avait le dos tourné à l'agitation et ignorait la tragédie en train de se dérouler. La glissade d'Oberhammer l'a entraîné directement sur la trajectoire de la dameuse alors qu'elle commençait à reculer.
L'énorme véhicule à chenilles, pesant plus de 7 tonnes, reculait avec le bip caractéristique d'alerte, inaudible à cause du bruit ambiant du site. Des témoins ont crié des avertissements, mais il était trop tard. Le médecin disparut sous les chenilles métalliques de la machine. L'opérateur sentit l'impact et coupa immédiatement le moteur. Mais les dégâts étaient graves. L'énorme poids du véhicule avait écrasé la poitrine et l'abdomen d'Oberhammer, provoquant des blessures internes mortelles. Malgré les efforts frénétiques de ses collègues médecins accourus sur les lieux, Jörg Oberhammer fut déclaré mort en quelques minutes. L'équipe autrichienne, qui célébrait de belles performances ce matin-là, doit maintenant faire face à la perte choquante de l'homme même chargé d'assurer la sécurité de leurs athlètes. Si vous souhaitez voir plus de vidéos comme celle-ci, cliquez sur la vidéo à l'écran maintenant et n'oubliez pas de vous abonner.